sur YouTube. Donc voilà, si vous n'êtes pas déjà abonné, que vous regardez les émissions, vous êtes des milliers à la regarder, n'oubliez pas, voilà, allez lâcher un petit like, allez vous abonner, c'est important pour nous, pour le référencement, pour l'algorithme. Voilà, le message est passé. Benoît, si tu veux, on va commencer. Yes, allons-y. Allez, alors on va commencer, si tu veux bien. J'ai préparé quelques petits sujets. Et d'ailleurs, on va commencer d'abord par MicroStrategy et Michael Saylor. Euh, qui est pas un sujet d'actu. Enfin, je veux dire, si à chaque fois on faisait une news, à chaque fois qu'il achète du Bitcoin, je pense qu'on parlerait de ça toutes les semaines. Mais quand même, là récemment, il a fait son premier achat de Bitcoin en 2025 en achetant 1070 Bitcoin. Voilà, le gars, il les achète par tranche de 1000. Hein. Le mec, il n'a pas le temps. Dépassant la barre impressionnante des 447 000 BTC détenus au total. Donc, qui renforce sa position dominante sur Bitcoin. Euh, Moi, ma question, c'est est-ce que tu suis un petit peu ce sujet et comment tu appréhendes cette centralisation de la supply auprès d'un acteur privé est-ce que tu penses que c'est un risque, comme certains le pensent, systémique? Est-ce que c'est au contraire plutôt une initiative qui va leader le marché des institutionnels, des entreprises, de se constituer des réserves stratégiques en Bitcoin? Voilà, comment tu vois ça, ces mouvements réguliers de Michael Saylor et de son entreprise MicroStrategy? Alors ouais, t'as raison. Je pense que il y a du bon et du mauvais, hein, c'est sûr. Bon, moi, quand j'ai commencé à voir que MicroStrategy montait en puissance sur Bitcoin, moi, ça m'a fait plaisir. Je suis Bitcoiner. Je suis pas maxi, mais je suis Bitcoiner. Donc ça m'a fait plaisir parce qu'il contribue à l'adoption et de par son discours. Après, c'est vrai que ça pose des questions et je pense que ça crée un risque. Effectivement, déjà, il y a la concentration. Je veux dire, Bitcoin, pour moi, a vocation à être dans un maximum de wallets. Hein. Et donc, si on a des acteurs qui consentent, ben, ça enlève la possibilité à chacun de nous de pouvoir accéder à Bitcoin. Donc ça, c'est un premier élément qui n'est pas forcément positif. Et puis, il y a effectivement cette dimension de risque. En fait, c'est pas le fait qu'il accumule des bitcoins qui présente un risque, c'est le fait que comment il les finance. Comment il finance l'acquisition des bitcoins. Et c'est forcément de la dette quelque part. Ça veut dire qu'il il a des bitcoins, mais il doit de l'argent à des gens. Et il devra rembourser, il doit rembourser régulièrement, il devra rembourser à l'avenir ses dettes. Et malheureusement, si il est coincé et qu'il doit rembourser et il peut être amené à devoir vendre des bitcoins. Alors il s'en défend Alors, parce que pour préciser, et ce que tu dis est intéressant, c'est qu'effectivement, pour financer cet achat de Bitcoin, il émet des obligations convertibles, donc il emprunte sur le dos de son entreprise, et on entend par convertible, puisqu'à l'échéance de cette obligation, il donne le choix à son créancier, soit effectivement d'être remboursé en dollars, soit effectivement d'être remboursé en actions de l'entreprise. Et donc là, effectivement, il crée un levier important sur le cours du Bitcoin, puisque si le fruit de l'achat, le fruit de l'utilisation de cet argent crée du profit, en l'occurrence si Bitcoin prend de la valeur, pour lui il n'y a pas de souci pour rembourser en dollars. Et d'ailleurs le créancier sera très heureux de ça, puisque voilà. Mais effectivement le risque, c'est si Bitcoin contre-performe. Alors là par contre, ça peut créer un risque assez important pour l'entreprise. Voilà, juste pour préciser un petit peu le montage qu'il met en place pour l'instant. voilà, donc ça crée un risque. Voilà, donc c'est ça, il faut là en avoir conscience. Et puis, ben, il a une position maxi, quoi. Donc, moi qui suis, comme je l'ai dit, bitcoiner, mais pas maxi, je suis pas forcément favorable au discours maximaliste Bitcoin. Je pense qu'il y a de la place pour plusieurs protocoles. Et lui, il a une vision très, très, très tranchée là-dessus et peut-être un peu trop à mon goût. Voilà ce que Ouais, je peux dire après, là-dessus. non, c'est intéressant ce côté maxi de Michael Saylor. Moi, je m'interroge quand même. Est-ce que nous, même si on n'est pas maxi, on aime d'autres cryptos, d'autres écosystèmes, est-ce que nous, on mettrait notre retraite ou la vie de notre entreprise dans autre chose que du Bitcoin? C'est-à-dire que je pense qu'on peut tout aussi bien être diversifié en matière de wallet sur du moyen long terme, sur du court moyen terme, disons. Mais
sincèrement, est-ce que toi, tu leverageais des obligations convertibles sur ton entreprise cotée en bourse sur du long terme avec autre chose que du Bitcoin? Alors non, alors il faut s'entendre, parce que quand je dis je suis pas Bitcoin maximaliste, premièrement, je vais rectifier, c'est-à-dire que je suis un grand admirateur de Satoshi et je suis vraiment épaté par ce qu'il a fait. Je pense que c'est des inventeurs les plus géniaux du siècle. Bitcoin me fascine complètement. À chaque fois que j'étudie Bitcoin, j'ai acheté le bouquin Mastering Bitcoin et je le relis de temps en temps et je suis à chaque fois impressionné par la profondeur des choses. Et je suis pro-Bitcoin. C'est-à-dire que moi, effectivement, je pense que Bitcoin est le pilier de cet écosystème. Mais quand je dis que je ne suis pas maxi, c'est que je pense que d'autres écosystèmes peuvent exister. Après, pour moi, le pire, c'est les gens qui, par exemple, disent moi, je suis Ethereum et tapent sur Bitcoin. Alors ça, moi, je ne comprends pas. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Mais pour répondre à ta question, effectivement, si je devais investir sur le long terme, ça serait Bitcoin, évidemment. Voilà. Mais je pense que Ethereum a acquis une maturité suffisante et puis permet des choses qui sont indispensables et qu'on ne peut pas faire avec Bitcoin. Donc tout ça doit Hmm. cohabiter. Voilà. Non, mais je pense aussi. Alors après, je n'ai pas entendu Michael Saylor attaquer les autres. En revanche, je ne l'entends promouvoir que Bitcoin. Mais peut-être je suis passé à côté de certaines déclats. Hein. C'est Non, possible. il attaque pas, mais il dit que Bitcoin c'est la seule chose qui est valable, quoi. Donc c'est pas la Ouais, même chose. ouais, Voilà. ouais, je comprends, je comprends. OK, bah, écoute, merci en tout cas pour ton point de vue sur le sujet. On continuera évidemment pendant toute l'année, hein, de regarder un petit peu ce qui se passe du côté de MicroStrategy, qui d'ailleurs a un concurrent sur le secteur, Metaplanet, qui vise 10 000 bitcoins achetés cette année. Et je crois que c'est une entreprise japonaise, je ne voudrais pas dire de bêtises. Mais voilà, eux aussi, effectivement, ils accumulent les bitcoins par centaines, voire par milliers. Voilà, c'est ça, c'est coté à la bourse du Japon. Voilà, donc c'est un peu le concurrent de MicroStrategy sur le continent asiatique. Et voilà, eux, ils ont fixé leurs objectifs 10 000 bitcoins cette année. Donc c'est un petit acteur à côté de MicroStrategy, évidemment, mais ça reste quand même un gros investisseur et très, très régulier de bitcoin depuis plusieurs mois maintenant. On va passer au deuxième sujet, si tu veux bien. On va parler de Donald Trump, évidemment, dont l'investiture n'a jamais été aussi proche, puisqu'il sera investi le 20 janvier prochain, date à laquelle Gary Gensler devrait démissionner également. Et puis, voilà, tout un programme qui a été annoncé, très pro-crypto et qui devrait normalement voir le jour dans les prochaines semaines et les prochains mois. Évidemment, il y a des grandes spéculations sur la scène politique. En gros, est-ce que le programme crypto va réellement être mis en place? Quand est-ce qu'il va être mis en place? Est-ce que ça va être dans les premiers jours? Est-ce que ce sera plutôt lors de l'année 1, l'année 2? En fait, on n'en sait rien sur ce sujet-là. Et puis évidemment, tout le FOMO autour de la réserve stratégique de Bitcoin qui est initiée par les États-Unis et qui demain pourrait donner des idées, c'est déjà le cas d'ailleurs, donner des idées à d'autres économies. Et puis évidemment tout ça sur fond de Elon Musk, fascisme, extrême droite, conservatisme, néolibéralisme, patriotisme américain, voilà, donc tout un espèce de bourbier politique ou politicien. Voilà. Ma question, comment toi, d'un point de vue crypto ou même d'un point de vue de citoyen, il n'y a pas de limite à ma question, hein, comment tu appréhendes justement l'investiture de Donald Trump le 20 janvier prochain? Ah, je ne veux pas faire de politique. Parler de Donald Trump lui-même, je sais pas. Bon, ce qui est sûr, c'est que il va, de par son caractère et le pouvoir qu'il va avoir, je pense, initier des choses et qui vont apporter des changements dans la société. Aux États-Unis, c'est sûr. Est-ce que ça va déteindre sur l'Europe? Je pense que c'est aussi sa volonté. Sa volonté, c'est d'avoir de l'impact sur le monde entier. C'est de préserver ce rôle des États-Unis entre guillemets, leader du monde libre, alors qu'on voit bien qu'il y a quand même sur le long terme, on a l'impression qu'il y a une sorte pas d'échéance, mais ralentissement du pouvoir, notamment moral des États-Unis. Donc voilà, donc il y a cet aspect-là. Moi, je voudrais plutôt parler des réserves, quoi, du fait de constituer les réserves. J'ai quand même l'impression, si on vraiment prend beaucoup de recul, Bitcoin et les cryptos par rapport à l'histoire monétaire, quelque part, c'est comme si on revivait un peu l'histoire monétaire avec l'or.
Et puis avec la titrisation, c'est-à-dire le fait qu'on commence à regrouper tout l'or pour le mettre dans des coffres, dans Fornox, voilà. Et puis émettre du papier qui est baqué par l'or. Est-ce qu'on n'est pas en train de revivre ça? Donc, ce ne serait pas forcément un bon signe, hein, parce que Bitcoin, l'intérêt, c'est qu'on l'ait tous en self-custody, c'est pas qu'il soit mis dans la custody de personnes puissantes d'État et que nous, on n'est que du papier qui représente Bitcoin, puisque l'étape d'après, c'est la décorrélation entre la réserve et l'émission papier. Hein, voilà, donc c'est justement ce que Bitcoin... Alors, c'est hyper intéressant ça, Benoît. On n'en a jamais parlé dans l'émission de ce point de vue-là, et c'est vraiment passionnant. Ça m'amène à une question pour toi et peut-être à une réflexion. On a financiarisé, on a digitalisé l'or pour deux raisons. Déjà, pour son manque de praticité à être transporté, en fait, ça coûtait beaucoup trop cher de réellement déplacer la quantité d'or d'un point A vers un point B. Et donc, on a créé des registres, en fait, qui permettaient, sans déplacer l'or en termes de localisation physique, de pouvoir quand même le déplacer en valeur. Ça, c'est la première raison. La conséquence ou la deuxième raison, ça c'est politique, hein, c'était évidemment la capacité de pouvoir faire levier sur l'or et de finalement pouvoir emprunter de l'argent en se baquant sur l'or, de pouvoir créer des produits financiers, tu parlais de trétisation tout à l'heure, autour de l'or. Et donc le but, c'était de pouvoir avoir plus que ce qu'on avait, pour simplifier. Alors, Donc il y a deux raisons. Pour moi, c'était aussi une volonté de centraliser la monnaie. C'est-à-dire que l'or, si l'or était une monnaie, elle est décentralisée. Je veux dire, il suffit n'importe qui peut avoir son or, et puis voilà. Donc là, avec ce qui s'est passé, c'est que l'or est devenu quelque chose de centralisé, et donc voilà. Donc c'était aussi je pense, que c'était aussi une volonté de pouvoir. C'était un objectif de pouvoir. Je vois. Alors, ok. Alors, tu as raison. Donc, il y avait au moins. Non, c'est un point de vue. C'est un point de vue. Non, mais en vrai, tu as raison. On voit comment les États-Unis se sont accaparés les stocks d'or à la fin de la Seconde Guerre mondiale, tout ça. Tu as raison. Donc, il y a au moins ces trois éléments-là. L'idée, c'est que Bitcoin n'a pas cette problématique de praticité de déplacement. Donc, on peut le déplacer sans avoir besoin de le centraliser à un endroit. En revanche, il reste les deux autres. Il reste effectivement la volonté de vouloir centraliser un actif qui devient monnaie, au moins de réserve, et effectivement la possibilité, mais ça existe déjà, hein, de vouloir financiariser le Bitcoin et de pouvoir justement, grâce aux produits, à la financiarisation en fait de l'économie, de créer des produits structurés autour, avec le risque associé. Hein. On se rappelle de la crise de 29, celle de 2008, etc. Mais effectivement, c'est intéressant. Je vois le risque. Pour moi, c'est un enjeu de pouvoir. C'est un enjeu de pouvoir, le Bitcoin. C'est qui aura le plus de Bitcoin et qui pourra contrôler ça. Voilà. Mais ça, Trump ne s'en cache pas. Hein. Trump répète sans cesse, si on ne le fait pas, la Chine le fera. Exactement. Même, voilà. Ça, c'est assez transparent là-dessus. Il y a cette concurrence entre les États, mais il y a aussi le face-à-face entre les États et les individus. C'est-à-dire que si les États s'accaparent Bitcoin, les individus en auront plus. Et pour nous, individus, c'est un instrument de pouvoir, Bitcoin. C'est-à-dire que moi, c'est comme ça que je le vois. Pour moi, Bitcoin, c'est pas que pour en prendre pour gagner de l'argent. C'est en prendre pour prendre du pouvoir. Mais pas moi tout seul, collectivement. C'est-à-dire que collectivement, tous ensemble, on peut reprendre du pouvoir par rapport aux entités centralisées, on va dire, en utilisant Bitcoin. Ouais, c'est intéressant parce que effectivement, il y a une espèce de course contre la montre qui est en train de se créer, qui accumulera le plus de Bitcoin. Et en fait, on a eu quelques années d'avance, on a eu 15-16 ans où on était un peu tout seul. Enfin, je dis ça. Pour ceux qui étaient là, en tout cas. Et puis, effectivement, là, les institutionnels arrivent avec des moyens, évidemment, que nous n'avons pas et que nous n'aurons jamais. Mais voilà, les bitcoins qu'on a aujourd'hui ne peuvent pas nous les prendre. Donc, plus on en accumule, plus le rapport de force peut être favorable. Mais effectivement, les moyens sont pas les mêmes. Mais ok, je vois, j'aime bien cette idée de course contre la montre, c'est intéressant. Ouais, tout à fait. Et puis, quand tu dis qu'ils ne peuvent pas nous les prendre, c'est vrai. Et c'est ce qui est la beauté de Bitcoin. Mais ils peuvent psychologiquement nous pousser à les vendre. Voilà, notamment en faisant des manipulations de cours. À chaque fois que le Bitcoin tombe, il y a des individus qui sortent et il y a des institutionnels qui rentrent. Donc voilà, donc ça c'est aussi un risque.
Ah, c'est intéressant. J'aime bien cette vision, des choses. Vraiment, pour le coup, c'est vraiment très intéressant. On va parler ensemble, si tu veux bien, d'intelligence artificielle, et notamment des agents, IA dont tout le monde parle en ce moment. Hem, Notamment, on a Sam Altman, donc le fondateur de, OpenAI, qui récemment, a déclaré que les agents IA, dans la force de travail devraient arriver en 2025. Et puis, on a Vitalik Buterin qui, lui, de son côté, appelle à une soft pause dans le développement de l'intelligence artificielle pour mieux préparer et encadrer les risques potentiels. Ce qui nous rappelle ce qu'avait appelé Elon Musk il y a encore quelques mois, je crois que c'était il y a 1 an tout au plus, où effectivement, lui aussi appelait à mollo, d'accord, sur l'IA. On a été très vite en 1 an ou 2. On n'est peut-être pas prêt pour les incidences de ça. À noter quand même, pour ajouter du contexte, que Elon Musk est un des gros investisseurs initial dans OpenAI, à l'époque où il pensait que ce serait une association à but non lucratif, vraiment un institut de recherche quasiment, tu vois. Après avoir été floué par Sam Altman, qui finalement en a fait une entreprise commerciale, Elon Musk aujourd'hui parcourt les podcasts pour dire qu'il n'a pas du tout confiance en Sam Altman, notamment du fait de cette trahison. Là encore, c'est un jeu de milliardaires, on ne sait pas qui a raison, mais en tout cas, ce sont les faits qui sont rapportés. Voilà pour le contexte. Ma question, c'est comment toi, tu appréhendes l'intelligence artificielle d'un point de vue très personnel, peut-être dans ton travail, dans tes activités, que ce soit artistiques ou même fiscales et de droit. Et deuxième question sur blockchain et IA. Est-ce que tu vois des liens? Est-ce qu'ils sont nécessaires, indispensables, évidents pour toi? Alors, moi, je vous invite tous à aller voir un documentaire magnifique sur YouTube qui s'appelle Paperclip Factory, qui explique un peu ces grands enjeux de l'IA, et notamment qui décrit l'affrontement entre deux camps, qui sont le camp de ceux qui veulent accélérer et le camp de ceux qui veulent ralentir. Voilà. Et c'est vrai que ça peut faire peur. Donc ça peut faire peur. En même temps, c'est un peu toujours la même histoire des évolutions technologiques. Les évolutions technologiques font peur. On a l'impression qu'on va se faire écraser. Et puis, bon, il se trouve que historiquement, si on observe, on arrive toujours à prendre parti, à prendre le meilleur parti des choses. Moi, je ne suis pas pessimiste là-dessus. C'est sûr qu'il y a un besoin de maîtriser ça. Il y a un besoin de maîtriser ça. Voilà. Donc, je l'utilise, moi, l'IA. J'utilise l'IA au quotidien, dans mon métier, dans mon activité artistique, et je trouve que c'est très intéressant, et ça fait réfléchir. Et ça peut nous emmener, nous, petits êtres humains, vers une dimension nouvelle. C'est-à-dire que, bon, je prends cet exemple souvent, mais il y a 50 ans, on apprenait à calculer. On apprend toujours à calculer, mais c'était un enjeu. Dans les examens, il fallait pouvoir faire les divisions, les machins. Et puis on s'est dit au bout d'un moment, à quoi ça sert de monopoliser le cerveau pour calculer? Il y a des calculettes, donc monopolisons notre cerveau à autre chose. Voilà, donc, notre cerveau, il a la même capacité, et si on lui enlève des tâches, il peut peut-être aller plus loin. Donc peut-être que l'IA va nous faire aller plus loin. Voilà, peut-être que notre façon de réfléchir va changer et va évoluer, parce qu'on aura un support d'une réflexion qui va nous aider, et qu'on pourra, nous, aller plus loin dans notre réflexion. Donc ça, c'est le côté positif. Que moi, personnellement, c'est mon caractère, donc moi, je suis plutôt positif là-dessus, mais j'ai conscience des risques, et je pense qu'il faut faire attention à ce qui se passe, effectivement. Voilà, sur le côté IA. Et sur le lien avec la blockchain, bon, il y a quand même un combo. Je me pose la question parce que j'ai vu des choses, mais je suis pas sûr. C'est-à-dire que est-ce qu'une IA pourrait spontanément décider de s'ouvrir un wallet Bitcoin, obtenir des Bitcoins et commencer à spéculer, je sais pas, par exemple, en ayant pour mission d'accumuler des Bitcoins. Voilà. Et on sait à quel point une IA peut être efficace. Et si une IA commençait à rentrer sur Bitcoin avec un wallet et commençait à dire mon objectif c'est d'accumuler des Bitcoins, c'est pas exclu qu'elle puisse arriver à ses fins. Donc voilà, donc ça c'est par exemple une question que je me suis posée. D'ailleurs, je n'ai pas la réponse. Est-ce qu'une IA a pu déjà créer un wallet spontanément? Je ne sais pas, mais pourquoi pas. Voilà. Donc, En fait, les agents IA, alors quand tu dis spontanément, il est là le mot le plus important, en fait. C'est que pour l'instant, les IA, les agents IA sont programmés par l'humain qui lui fixe des objectifs. Et en fait, tout l'enjeu de l'intelligence artificielle,
c'est sur l'autonomie de cet agent-là et jusqu'à quel point il va être il va avoir la volonté, on peut dire, de réaliser cet objectif et ce à quel prix. En l'occurrence, il existe des agents IA d'investissement, il existe même un espèce de venture capital géré par intelligence artificielle qui va, sur des décisions fondées sur son analyse d'agents mus par l'intelligence artificielle, d'investir ou de désinvestir. Et il existe aujourd'hui effectivement des agents IA qui, par rapport à ce comment ils ont été programmés, tu vois, vont faire des achats, des ventes, et cetera. Donc c'est clairement la méta du moment, les agents IA d'investissement. Et donc potentiellement ouvrir un wallet, Bitcoin ne doit pas être quelque chose de totalement impossible pour un agent IA en soi. Donc déjà, enfin, à partir du moment où un humain peut le faire, il y a pas de problème. La question, c'est par exemple, où est-ce qu'il va stocker Ça sa cille. seed. Parce que là, pour le coup, clairement, lui, il n'a pas de petit papier, donc il va le stocker dans sa base de données. Et comme il s'est bien précisé qu'il faut la communiquer à personne, le risque, c'est le créateur de cet agent IA, s'il veut récupérer cette seed, eh ben, c'est que l'agent IA ne lui donne jamais, en fait. Et donc, C'est c'est ça. là où réside Ah peut-être. bah, c'est un peu ma question, c'est est-ce Ouais, ouais. qu'on pourrait avoir un agent IA qui a un wallet et dont aucun être humain n'est l'acide? Et où là, là, ça serait l'inconnu, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passerait? Ouais. Parce que là, ça pourrait donner un pouvoir d'achat impressionnant à un agent IA qui pourrait agir, qui pourrait acheter, vendre, payer des gens, pourquoi pas. Donc voilà, ça c'est une question qui se pose. Totalement. Effectivement, c'est intéressant de voir où ça pourrait nous mener. Tout ça, merci en tout cas pour ton point de vue là-dessus. Tiens, un dernier petit sujet d'actu sur une blockchain en particulier. On a parlé un peu de Bitcoin, tu as parlé de Ethereum tout à l'heure. On va parler un peu de Solana. Je ne sais pas si tu suis un petit peu Solana, mais alors petite note d'information, on a vu passer sur Twitter de nombreux créateurs de contenu partager leur nom d'utilisateur sur Phantom, donc le wallet, on va dire, de référence de l'écosystème Solana, et qui voilà, parlait d'un potentiel airdrop qui devait arriver pour ceux qui avaient claim leur nom d'utilisateur on-chain. Donc Phantom a démenti, d'accord, il y aura pas d'airdrop, il y aura pas de token. Donc ça a été démenti. Donc voilà, ça c'est pour préciser les choses. Mais ça m'amène à une question. Entre Bitcoin, le roi des crypto-monnaies, Ethereum, l'ordinateur universel, qui est en fait un bac à sable, hein, qui permet en fait à tout à chacun de faire à peu près n'importe quoi de façon la plus décentralisée et sécurisée possible. Alors pas très scalable, mais au moins sécurisée et décentralisée. Et puis on a Solana, cette espèce de au départ outsider, mais qui devient aujourd'hui un incontournable dans l'écosystème crypto et qui permet justement, à défaut d'être hyper centralisé, au moins d'avoir une scalabilité très importante et une sécurité qui pour l'instant n'a pas fait défaut, en tout cas depuis la création de la blockchain. Comment toi, est-ce que tu suis un petit peu Solana? Est-ce que tu l'utilises et est-ce que tu penses que ça peut être un game changer ou est-ce qu'elle sera dépassée comme n'importe quel autre L1 dans cette compétition en fait de concurrencer Ethereum? Bah alors, moi, je ne suis pas utilisateur de Solana, mais j'exclus pas de le devenir et je suis. Voilà, en fait, je suis un peu les choses. Bon, enfin, au début de Solana, au niveau NFT art, c'était pas trop mon domaine, en fait, entre guillemets, c'était pas trop ce que j'aimais en termes d'esthétique, ce qui se passait sur Solana, mais j'ai tout à fait confiance de l'importance de l'écosystème et je pense qu'il y a de plus en plus de choses intéressantes qui se passent. Après, moi, je suis pour que plusieurs blockchains coexistent et je pense que chaque blockchain peut trouver sa place et sa pertinence. Et Solana pourra très bien, sur le long terme, devenir quelque chose de pertinent et de stable, etc. Ce qui me plaît pas, ce que j'aime pas, c'est cette volonté de tuer les autres. C'est-à-dire qu'on a l'impression que voilà, pour qu'une blockchain existe, il faut qu'elle tue Ethereum. Euh, et ça, pour moi, c'est pas quelque chose de sain, quoi. C'est-à-dire que je serais plus pour une démarche de cohabitation, de compléter les choses, etc. Et je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Andreas Antonopoulos, qui est pour moi quelqu'un que je suis depuis très longtemps, etc., très rapidement, lui, il est Bitcoin maximaliste, hein, on peut dire, mais il dit aussi que chaque crypto-monnaie a sa place, chaque protocole a sa place et peut jouer un rôle. Donc pour moi, c'est pas. J'ai pas d'avis, je suis pas contre, je suis pas pour. Je suis pour la diversité et que l'espace soit occupé petit à petit par plusieurs projets.
Non, mais c'est vrai que et en fait, ce qui est intéressant, et c'est surtout d'où parlent les gens. C'est-à-dire que quand tu vas prendre les communications officielles de la fondation, ils attaquent pas les autres, tu vois. Mais quand tu prends certains gros KOL, ou que tu prends même certains membres de la core team, mais de toutes les blockchains d'ailleurs, c'est vraiment pas propre à Solana. Et puis, tu as la viralité de Twitter qui fait qu'en fait, si tu veux avoir de l'engagement, bah, tu es obligé à un moment donné de prendre des propos qui sont un Mm. peu, on va dire, comment on dit, clivants. Voilà. Ouais. Voilà. Et donc, effectivement, c'est pour ça que peut-être chaque développeur d'un écosystème, chaque builder, chaque membre même de la fondation, à un moment donné, s'il veut être vu, il doit afficher un. Mais c'est comme en politique, tu vois. En politique, on pourrait dire, ouais, les gars, vous n'êtes pas obligés de vous taper dessus. Vous pourriez chacun build de votre côté, puis après vous laissez les Français choisir. Tu vois. La vérité, c'est que c'est le clivage. Et d'ailleurs, on dit souvent que la démocratie, c'est le clivage, parce que s'il n'y a pas d'opposition, finalement, souvent, tu es dans un régime qui n'est pas hyper démocratique. En vrai, peut-être que ces guéguerres de paroisse entre les différents écosystèmes, cette course à la scalabilité, cette course à la sécurité, cette course à la décentralisation, cette course à tous ces standards, en fait, elle fait peut-être partie de cette révolution industrielle, on va dire. Moi, je la trouve finalement assez normale. Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle n'est pas bonne? Effectivement, moi je suis plus, tu vois, par exemple, quand je suis à une panne ou Solana a une panne, tu as deux façons d'aborder les choses. Soit effectivement tu tapes dessus en disant de toute façon ouais encore une fois c'est de la merde, on vous l'avait dit, etc. Soit c'est mais les gars, il y a un problème, venez on essaye ensemble de trouver la solution et on co-build ensemble et pourquoi pas on se rapproche et nous on a des avancées techno, on peut Mm. bosser ensemble, etc. Bref, effectivement dans un monde idéal on adorerait ce mécanisme de co-construction. Malheureusement, effectivement, bah, aussi bien celui qui tend la main, bah, il a l'impression qu'il n'a pas intérêt à le faire parce qu'il va perdre potentiellement de la TVL, de l'adoption, etc. Et puis celui à qui on tend la main, bah, il ne veut pas forcément accepter l'aide des autres parce que sinon, ça vient à reconnaître que son innovation, elle n'est pas forcément Tout à parfaite fait. et que voilà. Donc, tu as des guerres d'ego, tu as des guerres d'algo, tu as des guerres Ouais, mais si de tu veux, pour finance. moi, Ouais. c'est contre-productif. C'est-à-dire que tu ne peux pas raisonnablement souhaiter la mort de Bitcoin, par exemple, parce que si Bitcoin meurt, je veux dire, tout le monde tombe avec. Je dirais même, tu ne peux pas souhaiter la mort d'Ethereum. Je pense que si Ethereum tombe, s'il y avait un problème de protocole sur Ethereum, quelque chose de grave, tout l'écosystème tomberait. Et donc, tu peux, même si tu es un concurrent d'Ethereum, tu ne peux pas souhaiter ça. Donc c'est là la limite pour moi. C'est-à-dire qu'on est encore trop jeune, l'écosystème est encore trop jeune et pas assez stable pour qu'on puisse se permettre de se tirer les uns sur les autres. Voilà. Mais tu vois, autant sur Bitcoin, je suis complètement d'accord avec toi. Parce que je pense que si demain Bitcoin, il veut y avoir une faille, on va dire critique, hein, je pense que clairement, il y aurait une perte de confiance massive et systémique dans tous les écosystèmes. Mais vraiment, on le verrait de façon monumentale. Euh, Autant Ethereum, tu vois, aujourd'hui, avec justement l'apparition de nouveaux L1 qui ne dépendent pas d'Ethereum, je te parle pas des L2, hein, évidemment, ceux-là, ils mourraient tous à la seconde, et c'est le risque d'ailleurs des L2, hein, c'est qu'ils dépendent d'un tiers. Mais tous les autres, que ce soit, je sais pas moi, Solana, Sui, Aptos, Multiversix, enfin tous ces écosystèmes qui ne dépendent pas d'Ethereum et qui d'ailleurs se build un peu en opposition à Ethereum, soit avec du sharding, soit avec eh bien, le principe du monolithique face au comment c'est quoi l'autre? Je sais plus, monolithique ou bref, le fait d'avoir plusieurs strates et de déléguer Ah ouais. certaines parties de l'exécution. Bref, eh ben, je pense qu'au contraire, si Ethereum venait à faillir de façon systémique, alors enfin, de façon critique, évidemment, sur le coup, ça ferait mal à tout le monde parce que c'est normal, mais à terme, certains tireraient leur épingle du jeu en disant, bah voilà ce qu'on dénonce d'Ethereum aujourd'hui, voilà finalement ce qui s'est passé, mais nous, justement, on a pris eh bien, le parti de faire ceci, cela, et au contraire, ça peut faire émerger des concurrents. Et je pense que la destruction créatrice fait qu'à un moment donné, autant pour Bitcoin, je suis d'accord avec toi, je pense que pour Ethereum, c'est pas si évident, mais je peux me tromper parce qu'on sait que les écosystèmes, notamment DeFi, sont très interconnectés. Mais en tout cas, voilà. Mais je pense que c'est peut-être moins évident pour Ethereum. Mais bon, espérons-le pas parce que tout le monde a des billes hein, sur Ethereum ou associés, donc ou tous les L2, etc. Donc on l'espère pas, bien sûr. Mais certains pourraient quand même tirer leur épingle du jeu si ça venait arriver, je pense.
Merci beaucoup, Benoît. C'était, comme j'attendais. Je savais, tu vois, que ça allait être hyper intéressant. Je suis pas déçu. En tout cas, voilà, je précise à toutes celles et ceux qui nous écoutent évidemment, hein, si vous l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like. Vous pouvez également dans les commentaires nous poser vos questions s'il y a des choses sur lesquelles vous souhaitez qu'on s'appesantit un petit peu, ou même des choses à côté desquelles on est passé. N'hésitez pas, on les relaiera en direct. Alors, Benoît, on va s'intéresser un peu à toi. Essayer de comprendre un petit peu qui tu es, parce que ça fait un petit bout de temps maintenant que tu roules ta bosse Yes. dans l'écosystème. Et d'ailleurs, je vais commencer, si tu veux bien, d'ailleurs, par rappeler cette interview très sympathique que j'ai faite avec Félix, Fait. vendredi dernier. Et donc, c'est drôle que je te reçoive juste après. Effectivement, ton nom a été évoqué à plusieurs reprises. Tu étais là d'ailleurs, je crois que tu as pas mal participé lors du live et merci pour ça. Félix, c'est un artiste digital qui a lancé une collection de crypto-art liée à toute l'histoire des cypherpunks. Et tu l'as accompagné dans Tout à fait, dans oui, son oui. processus alors artistique, technologique, peut-être aussi réglementaire et commercial aussi, je crois. Il nous a, voilà, t'as pas mal participé sur toutes ces choses-là. Donc, on va commencer par ça, si tu veux. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment t'en es venu à t'intéresser à l'art numérique? Et ça va nous amener à parler évidemment de NFT Factory, du MoCA, Museum of... Mocha, ouais, c'est voilà, ça. bref. Donc, mais d'abord, voilà, comment, à un moment donné, tu t'es intéressé à l'art numérique? Ouais. Alors, bon, c'est une histoire un peu longue, mais je vais essayer de pas trop faire trop long. Bon, première chose, c'est que moi, je suis depuis très jeune, je suis passionné par l'art. Je me souviens quand j'étais gamin, j'avais un bouquin d'art, en fait, chez mes parents. Et je jouais, en fait, à tourner les pages et à cacher le nom des artistes avec une main pour essayer de deviner l'artiste. Et là, j'avais 12-13 ans. Donc, c'était quelque chose qui était important pour moi très jeune. Mais j'ai pas été. Bon, je suis artiste du dimanche, on va dire. Je crée pas mal. Mais voilà, j'ai fini avocat, c'est un métier que j'adore. Fiscaliste depuis plus de 20 ans, 25 ans. Mais toujours avec cet appétit pour l'art. Et ce qui s'est passé, c'est que comme je suis quelqu'un de curieux et intéressé par la tech, ben, j'ai fini par découvrir Bitcoin en fait vers 2017. Et alors j'ai été complètement absorbé, j'ai passé des heures sur YouTube à écouter Andreas Antonopoulos, etc. Et je me suis dit, ben, comme je suis avocat, fiscaliste et que je suis passionné par Bitcoin, je vais m'intéresser au sujet. Voilà, la fiscalité Bitcoin, la réglementation à Bitcoin. Et je me suis rapproché d'associations de place à l'époque, en 2017-2018, qui cherchaient justement des gens comme moi pour faire avancer un peu les choses. Et coup de chance, au moment où je commence à adhérer à cette association pour travailler avec eux, le ministère des Finances en France décide de créer un cadre réglementaire et fiscal pour les crypto-monnaies. Et donc je me retrouve comme ça, quasiment tout de suite, propulsé dans des réunions à Bercy, le soir, pendant plusieurs semaines, pour parler des cryptos, pour parler de la réglementation, de la fiscalité des cryptos et expliquer aux gens de Bercy comment ça fonctionne et quels sont les enjeux, etc. Et à cette époque, j'étais vraiment à 100% sur ce sujet et donc j'ai voulu étudier à fond tout l'écosystème. C'était en 2018. Et c'est là que j'ai découvert les NFT. Coup de chance, vraiment au tout début. C'est-à-dire que c'était le tout début des NFT. Enfin, il y a une préhistoire hein, qui date de 2014, mais enfin, l'histoire moderne des NFT, c'est 2018. Et donc, j'ai découvert les NFT en 2018 au tout début, et voilà, j'ai eu cette chance-là. Et le premier NFT que j'ai acheté, c'est un terrain dans un métavers, c'était CryptoVoxel. Donc, j'ai acheté ce terrain, je suis allé voir, et j'ai vu que des artistes avaient des galeries et exposaient leurs œuvres. Et donc, c'est comme ça que j'ai découvert l'art numérique sous forme de NFT. J'ai tout de suite commencé à les contacter, à collectionner leurs œuvres, et j'ai créé un musée. Voilà, j'ai construit ce musée pour exposer ces œuvres. Et puis c'est comme ça que ça a commencé. Voilà. Alors après, là c'était en 2018, hein, donc c'était assez tôt. Après 2018, 2019, 2020, c'est un peu, voilà, c'est très actif, mais personne n'est au courant. Et puis en 2021, ça explose avec la vente de Beeple. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que ça, c'est un événement important, c'est que en 2019, comme je faisais la promo du crypto art et que je m'entendais voilà beaucoup bien avec les artistes, Xcopy, que je ne sais pas si tu connais Xcopy, mais qui est un des artistes principaux du crypto art, pour me remercier de ce que je faisais, m'a donné une œuvre unique à lui. Et, voilà, et puis en 2021, ça a pris une valeur incroyable.
Et donc, j'ai vendu cette œuvre à l'été 2021. Et ça m'a permis de financer une exposition, enfin un événement exposition à Paris en décembre 2021, où j'ai loué un lieu de 1200 mètres carrés dans le centre de Paris. J'ai fait venir 80 écrans. Et il y a des gens du monde entier qui sont venus, des artistes du monde entier qui sont venus, et il y a les gens du ministère de la Culture qui sont venus, des galeristes, etc. Et ça a été un peu le début de l'écosystème en France et à Paris, cet événement, et qui a ensuite amené à la création de NFT Factory avec les autres actionnaires importants et les personnes qui étaient en train de prendre de l'importance dans l'écosystème, comme Jean-Michel Paillon, John Carp. Voilà un peu l'histoire. Combien tu as vendu 200 si c'est Ethers. pas indiscret? Ok. 200 Ethers. Moi, j'étais pas spécialement pressé de le vendre. Alors, c'est vrai que bon, pour une œuvre qui m'avait été donnée, c'était de l'argent tombé du ciel. Mais à l'époque, Xcopy était en train de faire monter sa cote et toutes les semaines, il y avait une vente et ça faisait monter la cote. Et donc, Xcopy me disait, mais Benoît, tu as reçu une offre de 100 Ethers, tu as reçu une offre de 150 Ethers, est-ce que tu es au courant? Je fais, ouais. Et puis voilà, au bout d'un moment, j'ai craqué. Je pense que Xcopy aussi était content que je vende parce qu'il a récupéré 10%. Donc voilà. Voilà. Et puis cet argent, comme il est tombé du ciel, Et ça représente combien de dollars à l'époque? Alors, c'était combien? 2005-3000 déjà à l'époque? Ouais, il était dans les 2-3 000. Et je me souviens que quand je l'ai vendu 200 Ethers, ça représentait, je crois, 400 000. Et après, comme je n'ai pas tout de suite décaissé, c'est monté jusqu'à 500-600 000, quoi. Ouais, voilà, donc bon, c'était de l'argent tombé du ciel et je me suis dit, je peux pas non plus, voilà, je suis obligé de réinjecter, quoi. Quelque part, comme je au moins en partie, quoi, bien sûr. Quand je me Rendre présente, un peu à la communauté. Ouais. si tu veux, je me positionnais comme quelqu'un, un promoteur de crypto-art, voilà. Je pouvais pas partir avec la caisse comme ça et dire ciao tout le monde, quoi. Donc c'est pour ça bon, que après, l'événement que tu as fait, il n'a pas coûté 600 000, donc tu as quand même pris un peu de profit ici. Alors, il a coûté plus de 100 000 euros. Et il a fallu que je sorte il a fallu que je sorte 200 000 en fait pour pouvoir financer ça. Et donc 200 000, ça fait, si tu fais le calcul, ça fait 60 000 euros d'impôts. Hein, donc il reste 140, 100 000 euros pour payer l'événement. Et puis après, je me suis payé un voyage aux États-Unis avec ma famille, voilà. Et puis le reste, j'ai gardé en Ether. Enfin non, j'ai ressorti un peu pour investir dans la NFT Factory. Et puis la grosse partie, j'ai gardé en Ether pour faire de l'épargne et puis pour aussi racheter des œuvres. Donc derrière, je ne sais pas pour combien, j'ai dû racheter en 2-3 ans pour 100-150 000 euros d'œuvres. Donc voilà, donc j'ai pas acheté la Lambo, quoi. On va dire. Non, ok, d'accord. Ok, très cool. Alors, si tu veux, c'est pas très chronologique, mais c'est pas grave. Si on revient un peu en arrière et qu'on s'intéresse un peu à ton parcours. Alors, moi, tu veux savoir la vérité, Benoît, vraiment, quand on tape son nom sur Internet, on a l'impression qu'il y a deux Benoît Couty. Ah oui, c'est vrai, oui. Tu vois, tu as le Benoît Couty en costume cravate, avocat fiscaliste, et après, tu as le Benoît Couty qui parle de NFT, etc. Et c'est bluffant parce que je te jure que j'ai eu un doute. Je me suis dit, Ouais. mais en vrai, ça se trouve, c'est pas le même. Et tu sais, moi, ça m'est déjà arrivé de faire une interview et de me tromper complètement. Je recevais un artiste à l'époque et je lui dis, d'ailleurs, je me rappelle que tu as fait une collab, truc et tout. Il me dit, mais non, mais c'est pas moi. Et c'est toujours très gênant, tu vois. Après, bon, j'assume, c'est pas grave, ça peut arriver. Mais bref. Et donc, on a le sentiment sur Google, il y a deux Benoît Couty. Est-ce que tu as conscience de ce parcours un peu parallèle, hein? Et donc, est-ce que tu peux nous parler donc de l'autre, le Benoît Couty, avocat fiscaliste dans un grand cabinet d'avocats parisien? Et voilà, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, alors voilà, rapidement, un peu ton parcours, quel type d'affaires tu as l'habitude de plaider, et puis évidemment, faire un lien entre fiscalité et crypto, il est assez évident, hein, ces dernières années. Donc voilà, je te laisse peut-être nous raconter un petit peu tout ça. Alors, le fait qu'il y ait deux Benoît Couty, c'est vrai, et c'était vrai pendant plusieurs années, puisque entre 2018 et on va dire 2021-22, j'ai vraiment voulu séparer les deux. Donc, j'ai créé 2 comptes Twitter, je faisais en sorte qu'il n'y ait pas de lien possible entre les 2 personnes. J'avais peur que du côté des avocats, si on savait ce que je faisais,
ça me ferait perdre un peu de crédibilité. J'avais peur que du côté des NFT, si on savait ce que je faisais, ça me faisait perdre de la crédibilité. Et puis petit à petit, j'ai accepté en fait, j'ai accepté cette dualité et j'ai accepté d'en parler et j'ai été plus transparent et tout se passe bien. So far so good, donc voilà. Et alors ma vie d'avocat, écoute, ouais, je viens tous les jours travailler à Neuilly dans mon cabinet. Alors tu dis grand cabinet, j'ai commencé ma carrière moi dans des grands cabinets américains. J'ai fait à peu près 10-15 ans dans des grands cabinets américains, deux, trois cabinets. Et puis, depuis 10 ans, là, je suis dans un cabinet, on va dire, bien français à Neuilly. On est une quinzaine d'avocats et du coup, je suis plus indépendant, on va dire. J'ai une plus grande indépendance dans ces petites structures. Et je n'appréciais pas forcément les grandes structures américaines où on est plus des numéros qu'autre chose. Et là, j'ai vraiment l'impression d'être voilà, un avocat Et tu es indépendant. associé dans le cabinet en Non, question? non, non, j'étais pas Non? associé. Non, non. Non, mais là, j'ai vu associé, mais peut-être En fait, je suis associé, si tu veux. Chez les avocats, il y a ce concept d'associé contract partner, où en fait, on détient pas du capital, on est associé en termes Ah, c'est pas d'industrie, on comme aux va dire. États-Unis où associate, ça veut dire que tu as mis de l'oseille dans le cabinet et que tu as des Non, parts, quoi. C'est pas tout à fait pareil. Ok. il y a les deux, hein, les deux. Bien sûr, en France, il y a des. Mais moi, voilà, c'est un peu mon côté indépendant. J'ai mon SIRET, je fais mes factures, j'ai mes propres clients, c'est pas les clients de mon D'accord. cabinet. Et ça me va bien comme ça. Et du coup, c'est aussi ce qui me permet, moi, de pouvoir décider de la façon dont j'organise mon temps. C'est un Aussi. luxe formidable ça, de pouvoir, Ouais, choisir ouais, ses clients, de pouvoir gérer son temps, tout à fait. ouais, je pense que ça n'a pas de prix. Alors justement, fiscalité crypto, bon ça m'amène à une question. Tu as vu, évidemment, la réglementation évoluer en matière de fiscalité sur les actifs numériques. On reçoit chaque année évidemment Walsio dans l'émission, d'ailleurs je pense qu'on va le recevoir dans les prochaines semaines, pour qu'il nous fasse un petit topo, là-dessus. On a reçu également un expert comptable spécialisé en crypto, donc pour les entreprises, là, cette fois-ci. Toi, comment tu as vu évoluer, donc depuis au moins 2018, l'année à peu près à laquelle tu as commencé à t'intéresser, peut-être un petit peu avant, tu nous le diras, la chose? Et c'est quoi les demandes les plus fréquentes de tes clients, justement? Est-ce que c'est optimisation, évasion, ou voilà, enfin, comment ça se passe au quotidien, vraiment pour la partie revenu crypto? Ouais, ouais. Alors, moi, je suis un avocat qui est quand même assez traditionnel, on va dire, dans ma façon de travailler. Et mon travail avec mes clients, c'est plus de les convaincre que c'est bien de régulariser leur situation. Voilà. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui va conseiller des schémas compliqués pour éviter l'impôt. Je suis plutôt quelqu'un qui va aider les gens à adopter la loi, se conformer aux règles, mais de la façon la meilleure pour eux, quoi. C'est un peu ça. Donc, si tu veux, pour moi, la fiscalité c'est très compliqué. Donc, même quand on souhaite payer ses impôts, et on peut payer plus que ce qu'il faut ou mal faire les choses. Donc, moi, mon métier c'est plus ça. C'est plus ça que de trouver des schémas pour pas payer l'impôt. Voilà. Donc, ça c'est la première remarque. Sur les cryptos, écoute, quand même en 2018, ce qu'on a créé, c'est pas si mal que ça. C'est-à-dire que c'est un système dans lequel, quand on est particulier, on ne paye de l'impôt que quand on cash out en fiat. Ça, c'est écrit dans la loi, donc c'est quelque chose de. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de pays qui aient ça. Donc, et c'est quelque chose d'assez Donc protecteur. typiquement, il y a quand même des amendements qui sont déposés. Alors pour l'instant, c'est pas Hum. validé, c'est pas voté, mais il y a quand même des tentatives, d'essayer de fiscaliser les choses, par exemple en passage en stablecoin, on l'a vu, ou alors, on a même, vu, des propositions pour taxer les plus-values latentes. Donc, Ouais, même ouais. si tu as pas, entériné ta plus-value, tu pourrais être taxé dessus. Il y a aussi cette, proposition de taxer le patrimoine non productif dans lequel on Ouais, ouais. mettrait les crypto-monnaies. Donc on voit qu'il y a quand même eh bien, une volonté, il y a une poussée en fait de vouloir aller récupérer une partie de cet argent Bien sûr. de la part de certains partis politiques, plutôt de gauche, hein, on va pas se Ouais, ouais. mentir, quoique, puisque même là, le nouveau Premier ministre semble vouloir reprendre, par exemple,
Je l'ai lu récemment sur un post de mon ami Arnaud Toiti qui nous dit qu'il pourrait reprendre la proposition de budget dans laquelle figure le passage de 30 à 33% pour la flat tax. Donc Ouais. voilà, on voit que dans un État avec des finances publiques absolument catastrophiques, on va chercher l'argent où il est. Et ils ne sont pas inconscients que le bull run crée des opportunités fiscales aussi Ah, c'est pour sûr, c'est le sûr. budget. C'est sûr, c'est sûr. Mais dans tout ce que tu dis, bon, si on fait le tri, le passage en stablecoin, bon, aujourd'hui, c'est pas le cas dans la loi, donc aujourd'hui, c'est fiat. Le passage en stablecoin, il faudrait changer la loi. Bon, je pense, moi, j'y crois pas trop. Bon, après, il faudrait voir avec les CBDC s'ils sont activés, comment on va combiner ça avec la loi sur les stablecoins. Bon, je sais pas. Sur les plus-values latentes, moi, j'y crois pas trop. C'est pas vraiment quelque chose de logique, en fait, de taxer les plus-values latentes, sauf pour des entreprises qui font du trading, éventuellement. Mais pour des particuliers, ça n'existe pas, donc je ne vois pas pourquoi ça existerait que pour les cryptos. Sauf si on abandonne, effectivement, si on abandonne la taxation uniquement à la sortie en fiat et qu'on commence à taxer les échanges entre cryptos, là, ce n'est pas l'imposition des plus-values latentes, mais c'est l'imposition d'une plus-value qui n'a pas encore été convertie en fiat et qui est à risque. C'est tout. C'est pour ça qu'on a passé des semaines à convaincre les gens de Bercy qu'il ne fallait pas faire ça. Et qu'on a réussi. On leur a dit, si vous commencez à taxer les échanges entre cryptos, premièrement, il y a tellement de transactions que c'est impossible à suivre. Donc, comme c'est impossible à suivre et que c'est même impossible à déclarer, tellement c'est compliqué, vous allez créer vous-même l'évasion fiscale. Donc, il vaut mieux créer un système qui est facile, entre guillemets, pour inciter les gens à se conformer à la loi plutôt que de vouloir aller taxer des choses très compliquées, etc. Et surtout, si vous faites ça, vous aurez des gens qui n'auront pas les moyens de payer leur impôt, tout simplement. Mmh. Parce que si on est imposé sur les échanges entre cryptos et qu'on ne sort pas en fiat, on peut avoir fait des plus-values énormes, taxables, qui seraient taxables, mais en fait, avec la chute des cours, on n'aurait pas les moyens, tout simplement, de payer ses impôts. Donc, et ça, c'est pas souhaitable. Et puis, dernier élément, il y a un risque, finalement, il y a un risque aussi qui n'est pas négligeable de perte de fonds, notamment par les exchanges. Donc ça aussi, c'était un argument qu'on a développé vis-à-vis de Bercy, c'est que tant qu'on a de l'argent qui est sur des exchanges, on ne sait pas si on n'est pas sûr de pouvoir les rapatrier sur notre compte en banque. Hein, voilà. Donc voilà, on l'a vu avec FTX, etc. Il y a un risque. Donc tout ça fait que pour moi, ça fait du sens ce régime fait du sens et l'imposition des plus latentes, j'y crois pas trop. En revanche, ce que tu as dit, c'est la fortune improductive. Bon, ça, c'est pas un sujet, c'est pas attaquer les cryptos, ça, c'est le sujet de l'ISF. L'impôt sur la fortune. Voilà, c'est l'impôt sur la fortune. Il existait en France, on l'a supprimé, on l'a transformé en IFI, qui est l'impôt uniquement sur l'immobilier. Et la question, c'est, certaines personnes voudraient revenir à l'ISF, revenir à la situation où on imposait la fortune, tous les éléments de fortune. Et pour le coup, pourquoi on exclurait la crypto de l'ISF si on taxe toute la fortune, y compris les comptes en banque, les actions, etc., pourquoi pas la crypto. Donc là, ça serait quelque chose d'anormal de ne pas inclure la crypto avec tous les autres actifs. Voilà. Donc, ça, oui, en fait, c'est plus le terme qui fait réagir. Mais oui, mais effectivement, oui, à partir du moment où on revient à un impôt sur la fortune en intégrant les actifs financiers, c'est tout à fait normal, effectivement, d'intégrer les cryptos. Donc, ouais, je suis d'accord avec toi sur le constat. Non, et puis la flat tax qu'on souhaite augmenter. Et là aussi, tu vas me répondre que ça ne porte pas que sur les cryptos, la flat tax. Non, tu as raison. C'est les dividendes, c'est les plus-values, etc. Ouais. Donc, ce n'est pas une attaque contre les cryptos. En revanche, c'est vrai qu'il y a quand même ce souci, je pense, des autorités publiques. C'est l'évasion. Donc voilà, l'évasion, c'est vrai que c'est facile de ne pas déclarer des cryptos. Mais ça sera de moins en moins facile. Et moi, ce que je voudrais dire, c'est, je fais le parallèle avec ce qui s'est passé il y a une dizaine d'années ou 15 ans, avec les comptes en Suisse. Hein, c'est exactement la même chose. Les comptes en Suisse, c'était la façon de cacher de l'argent. Voilà, et tout le monde le faisait. Enfin, tous les gens riches le faisaient avec leur compte en Suisse, notamment beaucoup de Français.
et ils pensaient que c'était quelque chose d'acquis, quoi. Ils pensaient que c'était quelque chose d'irréversible. Et puis un beau jour, ben, ça s'est arrêté. Un beau jour, la Suisse a demandé, enfin les banques suisses ont donné les infos au fisc français. Voilà. Donc un beau jour, ben, c'était fini. Et le problème, c'est que les gens se retrouvaient avec des sommes d'argent qui tout d'un coup apparaissaient et qui venaient de nulle part. Et donc le fisc a dit, ben, si vous ne pouvez pas me prouver d'où ça vient, ben, moi je considère que c'est des revenus que vous n'avez pas imposés, donc je vous impose. La façon dont ça a été fait, c'est que le fisc, à ce moment-là, a donné une sorte de période en disant, bon, je vais vous donner 2 ans pour venir me voir spontanément et me dire d'où ça vient cet argent. Et si vous venez spontanément me le dire, je vous imposerai, mais gentiment. Par contre, si vous ne venez pas me le dire, si c'est moi qui vais vous chercher, là, attention, ça va coûter cher. Et je pense qu'on va finir, peut-être pas maintenant, mais dans les années qui viennent, le fisc va de plus en plus avoir les outils pour aller investiguer et chercher où est l'argent travaillé dans les cryptos. Les exchanges vont donner les infos, les donnent déjà. Et donc, ça sera de plus en plus difficile de cacher des montants, quoi. Ouais. Mais d'ailleurs, on a en 2026, les exchanges seront obligés effectivement de remonter l'ensemble des transactions auprès de l'administration fiscale en France. Donc ouais, quand tu dis bientôt, c'est là on a déjà la travel rule dans laquelle on doit effectivement identifier les wallets d'origine et d'envoi des cryptos. Et puis on a effectivement en 2026, je crois, l'obligation pour les exchanges régulés de partager en fait les informations de toutes les transactions de façon proactive, plus simplement sur demande des autorités, mais de façon proactive. Donc ça va même encore plus loin que les banques, où c'est quand même c'est sur demande d'une autorité qu'une banque elle va envoyer ton relevé de compte, tu vois. Là, sur les échanges, je crois que ça va encore plus loin. Donc ouais. Alors après, c'est une question morale. C'est-à-dire qu'après, ben, c'est tout simplement ce qu'on a toujours connu, hein, c'est le black. C'est-à-dire que, ah bah tiens, allez, vas-y, on fait au black. Ok, on fait au black. Eh ben, c'est pas un billet de 50, c'est pas un billet de 100, c'est une transaction Bitcoin. Et c'est au black, et c'est une question morale, c'est une question d'enjeu, c'est, ah bah tiens, bon, j'achète un truc 100 balles, je vais pas le déclarer, c'est pas grave, 100% balles, bon, ok, donc je fais ça en Bitcoin. J'achète une maison 1 million d'euros, bon bah là, échapper aux impôts, ça va être plus compliqué. Et les enjeux sont plus grands et je risque plus de choses. Donc là, ça va être une question morale individuellement, comment on va réagir. Et forcément, il y a des choses qui s'expliquent, il y a des choses qui s'expliquent moins. Voilà. Et puis, il y a toujours la liberté pour chacun d'entre nous d'accepter ou de ne pas accepter l'impôt. Et si on n'accepte pas l'impôt, ben, on accepte les conséquences. Et puis, ou alors, on peut décider que les impôts en France sont trop élevés et puis ne pas accepter ce système et partir ailleurs. Et ça, c'est la liberté de chacun. Voilà. Donc ça, je veux dire, c'est notre liberté individuelle qui s'exerce, tout simplement. D'ailleurs, à ce sujet, est-ce que toi, tu as vu ces derniers mois une recrudescence des demandes d'expatriation fiscale, ou est-ce que c'est moins peut-être ta partie, ou est-ce que tu vois une évolution, quelle qu'elle soit d'ailleurs, dans ces demandes, avec le bull run dans lequel on peut dire qu'on est aujourd'hui? Non, moi, non, ce que je pense que les gens font, mais je ne suis pas forcément au courant à chaque fois, c'est qu'ils partent 1 an ou 2 à l'étranger pour cash out et puis arranger leur truc et ils reviennent. Je pense que quand même, quand on réfléchit à s'expatrier, il y a l'enjeu fiscal qui est important, mais il y a tout ce qui va, il y a tout ce qui est à côté. Il y a l'environnement, je veux dire, social, quoi. Il y a les hôpitaux, les écoles, enfin tout ça, quoi. C'est pas si simple que ça. Bon, moi, j'ai aussi des cas de gens qui sont expatriés puis qui reviennent en France parce qu'ils supportent pas leur vie à l'étranger, hein, tout simplement. Ou j'ai des gens qui sont expatriés, qui supportent pas leur vie à l'étranger et qui viennent en France en cachette. Voilà, et qui n'arrivent pas à dormir parce qu'ils ont peur de se faire attraper. Donc, on voit tout, hein, on voit tout, et c'est vraiment chacun avec sa personnalité voilà. Mais c'est pas illégal de partir à l'étranger, c'est pas illégal de se dire que en France on paye trop d'impôts et de vouloir aller habiter ailleurs et payer moins d'impôts ailleurs, c'est tout à fait acceptable et il n'y a pas de problème là-dessus. Simplement, quand on triche, ben voilà, c'est-à-dire que si on dit qu'on habite à l'étranger et qu'en fait on habite en France,
Et ben, c'est quelque Ouais, part, c'est ça. Et si vous voilà. par si vous partez, partez vraiment, en fait, parce que, si vous Exactement. partez, mais en vrai, vous partez pas, vous gardez des attaches en France, vous gardez des business en France, vous gardez une maison en France, vous revenez en France, très régulièrement et cetera. Bah, en vrai, vous voulez les Ça marche avantages pas. sans ouais, Ah ça ça marche pas et effectivement, je crois que l'administration fiscale est assez diligente sur ces choses-là. ouais. Non, puis c'est Donc une question ouais. de vie au quotidien. Moi, j'ai des clients qui sont partis s'expatrier en Europe, hein, en Belgique, Luxembourg, etc., mais qui adorent la vie parisienne et qui sont à Paris en permanence, mais qui sont complètement parano. C'est-à-dire que il faut qu'on éteigne le portable. Bon, ils ont peur d'être filmés, ils ont peur qu'on voit qu'ils utilisent leur téléphone, et du coup, ça leur gâche la vie. Donc, moi, je trouve ça un peu dommage. Ouais. Mais c'est vrai que ouais, c'est vrai que c'est triste comme situation d'en arriver à devoir de quitter un pays qu'on aime, parce qu'on a le sentiment, réel ou supposé Ouais, d'ailleurs, d'un matraquage fiscal. On a de plus en plus aujourd'hui de personnes qui sont basées notamment à Dubaï, donc on parle ouais. beaucoup évidemment de cet endroit, dans lequel l'impôt sur les sociétés, c'est 0, l'impôt sur l'immobilier, c'est 0, l'impôt sur les cryptos, c'est 0. Et donc évidemment, face à ça, quand tu as fait, une plus-value sympa, notamment en crypto, mais c'est le cas Mm. sur d'autres actifs financiers, ben en fait, tu as l'impression de payer 20, 30, 40% en France, parce que c'est ce que tu payes en vérité en comptant la TVA, en comptant Ouais. l'impôt sur la plus-value, en comptant Les si c'est charges une sociales. entreprise, les charges sociales, etc. En vrai, tu te dis, euh, voilà, ça fait mal en fait, sachant que c'est bah, nous qui avons pris les risques. À côté, pas très loin, hein, c'est beaucoup moins cher. Et donc, parfois, on peut prendre une Ah ouais, décision un peu à l'emporte-pièce. Enfin, voilà, je pense que c'est pas de l'antipatriotisme non, non, dès lors qu'on a le sentiment que cet argent, soit bah, c'est trop, soit il est mal utilisé parce qu'on en arrive même à s'auto-convaincre en disant ouais, mais en même temps, moi je suis d'accord pour payer des impôts, mais regarde ce qu'ils font avec. Et là, tu arrives dans un délire où tu t'auto-convaincs que ce que tu fais en bien fait sûr. est bien. Donc, c'est le mécanisme psychologique, c'est pas juste. Je crois en tout cas, j'ai envie de garder tout l'argent pour moi. Je crois qu'il y a plein de ressorts qui rentrent en ligne de compte, Bien sûr, bien sûr. tant au départ qu'au retour, parce que ce que tu dis, compatibilité avec la vie privée, Ouais. même au niveau de la vie professionnelle, de la culture du pays dans lequel tu vas et tout. C'est plein d'éléments, c'est des pour et des contre en fait. Et donc quand tu parles de personnes qui sont un peu paumées à un moment donné, je peux comprendre, ouais. Ah ouais, bien sûr. Mais la question de l'acceptation de l'impôt, c'est ça là, qui pose problème. Dans une société qui fonctionne bien, bah, on accepte l'impôt, tout simplement. Et dans une société qui dysfonctionne, on n'accepte plus l'impôt. Et voilà. Et donc, ben, la question, c'est pourquoi la société dysfonctionne? Pourquoi on n'accepte plus l'impôt? Est-ce que c'est parce que l'impôt est mal calculé? Est-ce qu'il est mal réparti entre les gens? Est-ce que, comme tu l'as dit, l'argent est mal utilisé? C'est tout ça qui se combine. Et c'est là que la politique rentre en ligne de compte. C'est là que la réaction, ça peut être de s'expatrier, ça peut être aussi de se battre pour essayer de faire changer les choses. Mais le fait qu'il y ait de l'évasion, c'est aussi il y a un côté positif aussi, parce que ça peut créer aussi une réaction en se disant, bon, parce que s'il y a trop d'évasion, ben, il y a un questionnement des pouvoirs publics qui disent, mais comment ça se fait qu'il y ait trop d'évasion? Ah bah oui, peut-être qu'on déconne. Donc c'est aussi un acte qui peut être de résistance constructif, de se dire, je pars parce que je veux donner aussi le signe, voilà, le message qu'il faut changer les choses pour pas que tout le monde parte. Mmh. Non, mais justement, on se pose la question, est-ce que réellement les politiques fiscales ont un impact sur le départ? C'est-à-dire que certains disent non, en fait, pas du tout. Les études montrent que si on augmente les impôts, en vérité, les gens partent pas. C'est qu'une lubie apportée par la droite pour baisser les impôts. Et puis à côté, il y en a qui disent, bah si, en fait, autour de moi, les gens partent, les gens se renseignent pour comment partir, parce que ça devient quasiment confiscatoire, parce qu'il y a des pays qui ont des politiques d'attraction des entrepreneurs, des cerveaux, etc., avec des politiques fiscales qui sont hyper intéressantes. Et donc, si, évidemment qu'il y a un impact et il y a de vrais départs. Est-ce que historiquement, je ne sais pas si c'est un sujet sur lequel tu t'es renseigné, mais moi, ça m'intéresse, est-ce qu'on voit effectivement les vagues de départ et de retour? Est-ce qu'elles sont influencées par les politiques fiscales? On voit par exemple la suppression de l'impôt sur la fortune, on voit par exemple l'instauration de la flat tax, on voit les politiques plutôt
très fiscales et d'autres un peu moins. Est-ce que ça a un impact réel sur les départs des personnes un peu riches, évidemment, on parle que de cela, parce que... Oui, oui, oui. Bah, oui, moi, bien sûr, dans ma carrière, j'ai vu des gens partir pour des raisons fiscales, et puis j'ai vu des gens revenir. C'est vrai qu'avec la suppression de l'ISF et la flat tax, ça a aussi incité des gens à ne pas partir, et ça a peut-être incité des gens à revenir, des gens qui étaient partis. Et d'ailleurs, il y a des incentives pour faire revenir les gens qui sont partis. Il y a des règles fiscales spécifiques pour le retour de gens qui se sont expatriés. Donc voilà, donc c'est vraiment, oui, c'est un enjeu. Voilà, c'est une ligne rouge à pas dépasser, et on peut être proche, et voilà. Mais bon, je sais pas. Après, c'est chacun aussi, hein, chacun a son caractère aussi. Hein, on n'est pas tous fait pareil. Et donc voilà. Ok. Alors, on a en commentaire Cryptomanion qui nous dit vive l'Espagne du Sud. Je sais pas. Moi, j'aime bien y aller en vacances. Voilà. Je ne sais pas s'il en parle au niveau fiscal ou au niveau villégiature, mais en tout cas, très cool que tu sois avec nous ce matin. Alors, parlons un peu de NFT Paris. Moi, j'ai une question à te poser que je me pose depuis un petit bout de temps. Il y a des centaines de personnes qui mettent cofondateur de NFT Paris. Factory. Ce titre-là, j'ai dit quoi? Pardon, NFT Factory. Je fais la confusion parce qu'on sera partenaire média de NFT Paris et effectivement, on se rendra sur place pour couvrir l'événement les 13 et 14 février. Et en ce moment, d'ailleurs, sur mon compte Twitter, j'offre 2 places pour la NFT Paris. N'hésitez pas à aller participer. L'événement, en plus, c'est pas un événement, c'est 4 événements en un, puisque ce ne sera pas juste des NFT. Il y aura aussi RWA, Ordinals, il y aura de l'IA, il y aura de la DeFi et ce sera à la Grande Halle de la Villette. Bref, ça va être un truc de ouf. Ils attendent 20 000 personnes. Parenthèse refermée. NFT Factory. Je disais, il y a des centaines, au moins, je crois, qui affichent cofondateur NFT Factory. Alors, ce titre-là, la première fois que tu le dis, tu vois, ouais, le mec, il a cofondé NFT Factory. Après, tu dis, il y en a un autre. En fait, vous avez été combien à cofonder NFT Factory? Parce que je crois que c'était une espèce de levée de fonds un peu communautaire pour fonder ce lieu. D'ailleurs, que tu peux peut-être nous rappeler un petit peu, c'était quoi? Puisque je crois qu'il a un peu changé de forme depuis. Oui, alors la NFT Factory, c'était une belle aventure. Ça a commencé avec 7 actionnaires. Voilà, 7 actionnaires. Donc on a créé une société, on a investi de l'argent, et puis on a souhaité lever des fonds, effectivement, et on a proposé à qui le souhaitait de venir investir dans ce projet. Et c'est ce que tu appelles les co-founders, ben, c'est tous les gens qui ont investi de l'argent dans ce projet. Et il y en a eu 128 en tout. Voilà. Ouais. Et donc cela, juste, il fallait acheter un NFT, c'est ça? Non, c'est encore différent le NFT, parce qu'après il y avait un NFT qui a été mis en vente, mais ça c'était peut-être pour aller utiliser NFT Factory, c'est ça? C'était pas l'investissement de départ. L'investissement de départ, il s'est fait de façon classique, on va dire, pour des startups, c'est-à-dire c'était des BSA, BSAR, donc c'était un système de financement classique en droit des sociétés qu'on a mis en place, et simplement les titulaires de BSAR ont eu droit à un NFT, comme un token qui représentait sur la blockchain le fait qu'ils étaient cofondateurs. Donc, et qui donnait des droits effectivement à l'utilisation des services de la factory, donc accéder aux locaux, pouvoir venir l'utiliser comme coworking, avoir accédé aux drops, etc. Alors c'est vrai que en fait, quand on a créé la factory, on était sur une trend un peu de boule, donc on a vu les choses en grand, quoi. Et je pense que c'était une bonne chose. C'est-à-dire qu'on a voulu se mettre en face de Centre Pompidou, on a voulu avoir une surface importante, on a voulu avoir des beaux matériels, on a voulu faire une vitrine. Et c'est ce que ça a été pendant un an et demi, une vitrine qui a été à l'origine de plein de choses, des ministres qui sont venus nous voir, des gens importants de l'écosystème dans le monde entier, les gens du Centre Pompidou, les gens des autres musées. Donc ça a été vraiment une vitrine très intéressante pour tout l'écosystème, un lieu où les artistes se sont rencontrés, un lieu où les collectionneurs se sont rencontrés, un lieu où des entreprises, des nouveaux projets sont nés. Donc tout ça fait que finalement c'était quelque chose de positif, mais c'était quelque chose qui n'était pas tenable, entre guillemets,
financièrement avec le bear market. Voilà. Et puis, si tu veux, il y avait aussi le fait que dès le départ, on avait conscience que ce lieu ne serait pas le lieu définitif. Premièrement, parce que le centre Pompidou ferme, donc tout le quartier va devenir un peu moins Ouais. fréquenté. Il ferme pour travaux, hein, c'est ça? Il ferme pour travaux et il va rester fermé pendant plusieurs années, probablement C'est 4 ans ou ça. 5 ans. Ouais, ouais, ouais. Et donc on le savait, c'est-à-dire que le jour où on a pris ce local, on savait que le centre Pompidou allait fermer, on savait qu'on n'allait pas rester là, on savait que c'était très cher, et tout ça, c'était un peu une volonté de faire cette vitrine, et on pensait que voilà, c'était prévu qu'on quitte ce lieu pour un autre lieu, peut-être moins cher, peut-être positionné différemment. Simplement, on a accéléré les choses, puisque finalement, le bear market a fait que ça ne servait à rien qu'on conserve ce lieu. On avait fait ce qu'on avait à faire dans ce lieu, et donc on l'a rendu voilà, il y a quelques mois. Et aujourd'hui, eh ben, c'est vrai que on a toujours cette communauté, on a en fait ce goodwill, c'est-à-dire qu'on a cette marque qui s'est développée, on a cette visibilité qui existe, on a du matériel, des écrans, etc., qu'on peut louer. Et on est toujours en recherche. Alors, bon, il y en a certains qui souhaitent réorienter le projet d'une certaine façon. Donc, voilà, on est un peu sur cette recherche d'un nouvel élan pour ce projet. Voilà, donc d'ailleurs, si parmi les auditeurs, il y a des gens qui souhaitent, qui ont des idées ou qui souhaitent intervenir, il n'y a aucun problème, on peut en parler. Voilà. Ouais. Alors effectivement, il faut rappeler le lieu, donc c'était un lieu qui était sur 2 étages. Ouais, 2 étages, Le rez-de-chaussée qui était plutôt pour les expositions. c'est ça. Il y avait des événements, il y avait des privatisations, il y avait plein de choses comme ça, c'était assez sympa. Et puis à l'étage, il y avait un espace de coworking dans C'est lequel ça. effectivement les membres, les titulaires du NFT pouvaient venir voilà, coworker avec une vue magnifique sur justement le centre Beaubourg. J'y suis allé plusieurs fois, soit pour travailler, soit pour même assister à des expositions, assister à des privatisations. Je me rappelle que, par exemple, Multiversix avait privatisé à Ouais. l'occasion d'un événement en marge de la PBW, je crois, mais je suis pas sûr, à revérifier, il y a 2 ans maintenant. Voilà, donc effectivement, le modèle économique, il était fondé sur ça, parce que j'imagine que le loyer était quand même pas donné, c'est normal, on est au plein cœur de Paris, on est dans le Mm. 4e ou premier, je sais plus, mais voilà, au plein cœur de Paris, et qu'évidemment, il faut le rentabiliser, donc faut louer, voilà. Donc je comprends l'enjeu, et effectivement, c'était un pari osé, mais je pense que c'était hyper intéressant d'avoir mis les NFT au centre de la capitale, au centre, on va dire, culturel, hein, en face du Palais Beaubourg, donc c'était cool. Après, c'est vrai que donc, maintenant, donc, ça ferme pour des raisons assez évidentes hein, qu'on peut comprendre. Et donc maintenant, ouais, est-ce que vous avez envisagé peut-être à ouvrir un truc peut-être plus petit dans un autre endroit, ou est-ce que plutôt du digital? Vous en êtes tout par rapport à ce projet que moi je trouve juste génial en fait. Paris, c'est une des capitales de l'art dans le monde, avec New York notamment. Et en plus, je crois que comme Beaubourg ferme, il y avait une exposition NFT à Beaubourg qui a fermé aussi. Donc, alors certes, le marché NFT n'est plus ce que c'était, d'ailleurs on va en discuter, mais quand même, il faut quand même un endroit pour les NFT à Ouais. Paris, non? Ouais, bah alors il y a d'autres démarches, hein, il y a d'autres projets qui se sont montés. Il y a notamment Artverse, qui est un projet qui a été monté par Sébastien Borget, le Ah, fondateur. de Sandbox? Tout à fait, avec Ah, je Grida. savais Donc pas. voilà, Ok. donc il a ouvert un lieu qui est un lieu d'exposition dans le Marais, Nord-Marais, là, à côté de la rue de la Bretagne, rue de Beauce, je crois. Ah, mais c'est génial ça. Bah, Voilà, tu sais quoi, je connaissais pas, je vais aller voir. ça s'appelle Excellent. Artverse. Ça s'appelle Mais je Artverse. vois leur compte Twitter d'ailleurs, je vais le partager dans les commentaires. Tu Et donc m'apprends quelque chose? Ouais. qui reprend un peu la flamme de la NFT Factory, mais sous une forme différente, bon, Ok. avec des financements différents, donc j'espère, je croise les doigts, plus viable. Voilà, donc je veux dire, cette démarche globale n'est pas finie. La Factory a allumé une première mèche. On a fait ce qu'on avait à faire. Il y a d'autres projets derrière. Sur la Factory, on va dire, on est un peu au milieu du gué. Sur la Factory, c'est vrai, on a du matériel, on a une marque, on a notre communauté, mais le fait d'avoir une communauté aussi, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il faut trouver un consensus pour ce qu'on va faire. Et tout le monde Et n'est parce pas que d'accord. tout le monde pense avoir la bonne idée, quoi. Eh Voilà, oui. donc il y a cette difficulté de gestion de 128 cofondeurs qui ont chacun leur mot à dire, certains ont des idées, certains disent non, machin. Donc c'est vrai que c'est compliqué en fait. Le montage juridique fait que c'est compliqué de rebondir. Donc voilà, mais
on va dire, cette présence qu'on a créée avec la NFT Factory à Paris, elle est toujours là. Il y a Artverse, mais il y a d'autres projets. Il y a de plus en plus de galeries aussi, d'art traditionnel, qui se mettent au NFT. Moi, je pense à l'avant-galerie Vaucelles dans le Marais, qui est un lieu où il y a souvent des expositions de NFT. Donc voilà. Et puis, il y a des acteurs qui sont plus souples et agiles et qui vont réserver une galerie ou réserver un lieu pour une semaine, amener leurs écrans pour faire une expo. Et c'est peut-être ça la meilleure façon de faire, parce que en fait, c'est extrêmement compliqué de trouver un business model pour l'exposition physique des œuvres numériques, parce que les ventes ne se font pas physiquement. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'avoir une galerie pour vendre. Et la galerie, c'est un coût. Il faut louer les galeries, faut avoir les écrans, il faut quelqu'un qui gère. Donc c'est un coût qu'il est difficile de couvrir. Alors l'intérêt, c'est la visibilité plus que la vente. Donc voilà, il y a un business model à trouver, il y a une façon de financer les choses à trouver qui n'est pas encore... personne n'a trouvé l'idée géniale pour financer, entre guillemets, l'exposition physique des œuvres numériques. Ouais, je vois. Oui, parce que c'est vrai que pour le coup, c'est contre-intuitif pour un art Bah, digital où c'est essentiellement sur les marketplaces que les échanges se font, de vouloir créer effectivement un endroit physique. Et pour autant, non, mais en même temps, je suis assez d'accord avec toi. C'est intéressant ce que tu dis. Est-ce que finalement les NFT doivent être réservés à des lieux NFT ou est-ce qu'il ne faut pas juste en fait les bridger en fait avec de l'art classique, effectivement dans une galerie qui est une galerie traditionnelle, eh bien alterner effectivement des expositions digitales, physiques. Je suis assez d'accord. Moi, j'aime bien l'idée que dans un musée d'art contemporain, on ait un espace dédié au NFT ou même pas un espace d'ailleurs qu'on alterne, pas moi, un tout à tableau fait. physique avec une œuvre en NFT, avec un écran ou un son, puisqu'en fait l'art NFT c'est pas que du visuel, mais ouais, effectivement, j'aime bien cette idée que de normalisation de l'art blockchain, on va dire, et qui s'intègre avec harmonie en fait à l'art en général. Ouais, je suis assez Alors d'accord. c'est long, c'est un processus qui est long, parce qu'il y a Bien beaucoup de sûr. résistance de l'écosystème de l'art traditionnel, entre guillemets. Ouais. C'est un peu comme dans la finance. Hein, je veux dire, ce qu'on a vu entre la finance et les cryptos, on revit la même chose entre l'art traditionnel et l'art numérique NFT. C'est les mêmes résistances, c'est les mêmes peurs, voilà, c'est la même crainte, etc. Tu seras à NFT Factory? NFT Paris. NFT Paris. Heureusement Oui, que oui, tu es bah là, oui. hein, parce que Alors, NFT Paris, effectivement, je serai là. Je suis pas. J'ai du mal à passer plusieurs heures dans un grand truc fermé, donc ça m'oppresse. Donc, je suis pas un grand fan de ça, mais effectivement, ce qui est génial, c'est que ça va apporter plein de gens à Paris et tous les gens importants de l'écosystème seront à Paris. Donc, faut en profiter. Je serai bien sûr là. J'essaierai de rencontrer tout le monde. Et on organise une exposition avec Félix, justement, que tu as mais reçu. oui, mais Félix, j'attends des infos. il y aura une exposition à Paris, dans le centre, dans le Marais, sur cette collection. Et on pense que tout le monde viendra faire ce petit pèlerinage dans ce quartier. Et qu'on aura beaucoup de gens à cette expo. Donc voilà, donc ça c'est mon projet pour NFT Paris. Et puis je ferai en sorte de rencontrer le maximum de gens. Voilà. Ok, bah écoute, je réitère, n'hésite pas, dès que tu as les infos, Bien à me sûr. les envoyer. Je viendrai avec plaisir et j'en parlerai même dans l'émission et on couvrira l'événement effectivement avec le média. Euh, alors, justement, j'aimerais qu'on parle un petit peu du marché NFT qui a vécu des heures sombres Ouais. depuis 2 ans à peu près, un petit peu plus, et qui là semble voilà, se réveiller un petit peu avec des initiatives comme évidemment les fameux pingouins. Mais aussi les Pudgy Penguins, bien sûr. Mais aussi, on a vu le floor price de certaines très grosses collections remonter ces dernières Ouais, c'est vrai. semaines. Ma question, tu la prends comme tu veux et si elle est mal posée, tu la reformules, peu importe, mais je le fais très simple. Est-ce que tu penses que on va revoir effectivement une narrative NFT en 2025? Et si oui, est-ce que tu penses qu'elle sera fondée sur des ressorts
qu'on a déjà connues, avec des collections finalement déjà connues, ou est-ce que il va falloir de la nouveauté en fait, avec des nouvelles collections et des ressorts différents? Est-ce que tu as déjà une idée des ressorts qui pourraient fonder cette nouvelle narrative? Voilà. Ouais, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. L'histoire des NFT, elle est compliquée, elle est extrêmement intéressante et compliquée. Je dirais que il y a eu une bulle, effectivement, il y a eu une bulle, il y a eu des abus qui est notamment dû à la spéculation et aux traders. La difficulté, c'est qu'on parle d'art et on est en train de parler à des traders. Et donc, c'est pas forcément deux mondes qui sont faciles à concilier. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est que les traders ont compris que les NFT pouvaient être un outil, un jouet pour trader. Voilà. Et ils se sont jetés dessus, et ça a marché. Et les artistes et les créateurs de NFT ont joué le jeu en donnant aux traders ce qu'ils voulaient. C'est-à-dire des collections de 10 000 avec des traits, etc., avec du floor, du machin, etc. Et donc, les traders se sont trouvés à trader tout ça et ça a fait monter la sauce. Et puis, un beau jour, il y a eu d'autres choses à trader et ils sont allés trader autre chose. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est les mêmes coins, donc c'est plus facile de trader les mêmes coins que des NFT. Donc voilà, moi je pense que je pense et peut-être même j'espère qu'on n'aura plus le même niveau de spéculation sur les NFT. En tout cas, les NFT d'art hein, dont je parle, parce que les NFT c'est un peu général. Moi, je suis plutôt spécialisé sur l'art. Oui, parce que c'est vrai qu'on doit faire la différence Ah entre oui. un NFT, disons, communautaire, Mm. typiquement les singes, les pingouins, tout ça, où en fait le NFT, c'est de l'identité digitale Tout à et fait. potentiellement une espèce de carte de membre pour une communauté. On a les NFT d'art, ce dont tu parles, où là on est clairement sur de la création artistique qui n'a d'autre on va dire, intérêt que le message de l'artiste et la collection, le fait de collectionner des œuvres d'art. Alors, j'évacue la notion de spéculation qui est présente dans toutes les composantes de toute façon. Ouais, ouais. Et puis, on a après, derrière, les NFT qui peuvent servir à des utilités, on va dire, un peu industrielles, où là, clairement, le NFT va être, je sais pas moi, pour de la supply chain, de la logistique, etc. Donc, il y a effectivement, NFT, c'est juste une techno, c'est peut-être pas le bon terme, mais C'est en un gros, contenant, c'est un contenant. voilà, Enfin, c'est c'est un un contenant. contenant. Après, à l'intérieur, on met déjà ce qu'on veut. Ça peut être Ouais. du fichier vidéo, du fichier audio, du fichier texte. On fait ce qu'on veut. Et puis derrière, et puis c'est aussi et après, c'est l'utilité qu'on en veut et qu'on en fait. Voilà, juste pour Ouais. la préciser pour tout le monde. Ouais. Après, il y a quand même des grandes tendances dans les NFT et qui correspondent aussi des problèmes en fait. C'est-à-dire qu'il y a le grand sujet des NFT, le problème des NFT, c'est le stockage des fichiers qui n'est pas sur la blockchain et la force et la résilience du lien qui lie justement ce fichier qui est storé à l'extérieur et le NFT qui est on-chain. Et donc ça, c'est un gros sujet. Voilà, ça pose un sujet de conservation notamment. Et la réponse à ça, et la tendance, c'est ce qu'on appelle l'art on-chain. Donc, c'est les NFT d'art qui sont structurés et dont l'intégralité des composantes est on-chain. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de Ouais. fichiers, il y a plus de fichiers stockés en dehors, tout est on-chain. Et la deuxième tendance, c'est le génératif, c'est-à-dire que l'œuvre se crée au moment où on la mint, c'est une itération d'un programme. Donc, l'artiste crée tous les éléments qui permettent de générer les œuvres et les œuvres sont générées au mint de façon aléatoire ou selon certaines C'est règles. comme si tu faisais une commande sur mesure à un artiste à la Renaissance, quoi. Tu vois, tu demandes à un artiste de te faire un tableau, bah, il est généré par rapport aux compétences de l'artiste, mais sur mesure et sur demande, on va dire. Alors, il y a de ça, mais en fait, pour bien expliquer l'art génératif, c'est l'artiste réfléchit à une composition, il va définir des formes, il va définir des couleurs, il va définir des positionnements, et tout ça, il va le créer, mais il va confier l'assemblage à une sorte d'aléa. Voilà. Et donc, l'assemblage de ces éléments que l'artiste a créés vont s'assembler de façon aléatoire au moment où ça sera minté. Et donc, chaque itération, chaque création sera unique parce que les couleurs sont différentes, les positionnements sont différents, etc. Et donc, c'est tout cet art de créer ces éléments et de créer les règles qui définissent comment elles s'assemblent
et de laisser une part à l'aléa et qui fait la beauté de l'art génératif et qui donne tout son sens au NFT puisque justement ce système d'art génératif est tout à fait adapté à l'art numérique en fait. Voilà. Et Ok. on-chain, c'est-à-dire en Et mettant des on-chain, éléments. ça c'est Voilà, important. Ouais. ça, c'est une Mais grande ça, tendance. ça pose la question justement de la taille, puisque sur certaines blockchains, on ne peut pas stocker une quantité de données illimitée, ou alors ça coûte cher de stocker de la donnée. Ça nous amène derrière à la modularité. Tout à l'heure, je cherchais le mot, on a le monolithique et le modulaire, où on a des blockchains, notamment Celestia par exemple, qui est spécialisée dans le stockage de data. Et donc, en fait, par exemple, Ethereum serait là pour valider la transaction. Hein. Et puis, par contre, l'exécution se fera sur une autre blockchain et le stockage de la Tout à data fait. se fera sur... Et donc là, on est sur un système de couches, en fait, où chaque blockchain est spécialisée dans ce qu'elle fait le mieux. Parce C'est que c'est ça. vrai que c'est l'intérêt, enfin, la problématique de tout stocker on-chain, et c'est ce que nous diraient, par exemple, des personnes qui développent du gaming Web3 ou ce genre de choses, qui nous dira, finalement, toutes les données ont-elles vraiment besoin d'être on-chain? Ou est-ce qu'on peut passer par des systèmes de stockage alternatifs, soit effectivement de l'IPFS ou du Pignata ou ce genre de choses, soit on peut utiliser des DAC, donc des serveurs, on va dire, un peu centralisés, comme Sorare par exemple, ou encore effectivement le stockage on-chain, où là, clairement, même la data en elle-même, l'image est stockée on-chain. C'est vrai que c'est l'idéal en fait. Tout à fait. D'ailleurs, on utilise, il y a une solution qui est utilisée assez largement, qui est du stockage, qui est entre guillemets du stockage on-chain, mais sur une chaîne différente, c'est Arwave. Donc Arwave, qui est une blockchain spécialisée dans le stockage de données, Ok, est je utilisée connaissais pas. massivement pour, en fait, moi je l'ai fait, hein, c'est-à-dire que les plateformes le font, mais moi je l'ai fait à titre individuel, parce que je suis très self-custody. J'ai créé mon wallet Arwave, j'ai acheté des AR, là, leur monnaie, et avec cette monnaie, je paye pour télécharger un contenu sur leur blockchain. Et donc, j'ai ensuite une transaction, un bloc, etc. Et j'ai un lien URL que je peux inscrire dans un NFT. Voilà. Donc ça, c'est une solution qui est un peu entre les deux. C'est pas du stockage centralisé, c'est du stockage décentralisé. Et ça fonctionne très bien. Et ma remarque aussi, c'est que sur la conservation, en fait, le problème de la conservation des œuvres d'art, il a toujours existé. Je veux dire, une œuvre d'art dessinée au crayon sur un bout de papier, si on ne fait pas attention, en quelques semaines, ou même en quelques heures dehors, ça disparaît. Or, on a pu conserver des œuvres qui sont du dessin sur papier qui ont 200 ans. Pourquoi? Parce qu'on a considéré que c'était important. Voilà. Donc, en fait, l'idée dans l'art, pour moi, c'est que les œuvres qui sont considérées importantes, on trouvera les moyens de les conserver. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des plateformes de NFT qui ont disparu. Les stockages ont été assurés par des tiers qui sont venus prendre le relais. Ils sont venus dire cette œuvre-là, elle est importante, la plateforme a disparu, le système de stockage était payant et ils ont arrêté de payer. Ben moi, je vais aller payer parce que je veux conserver cette œuvre parce qu'elle est importante. Et à côté de ça, il y a 100 œuvres qui ont été mises sur cette plateforme qui a disparu et qui ne sont pas jugées importantes et personne ne prendra le relais pour aller stocker le truc et ça disparaîtra. Comme des dessins sur des bouts de papier qui n'ont aucune importance et qui disparaissent. Mais les œuvres importantes seront conservées. Donc ça, c'est un sujet qu'on va dire en dehors de la blockchain, c'est que la conservation des arts, on trouve toujours une solution. La conservation des œuvres d'art, on trouve toujours une solution si l'œuvre vaut la peine. Ok, ouais, non, c'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas réservé aux NFT, c'est intéressant. Moi, j'adore ces analogies entre ce qui se fait sur la blockchain et ce qui se fait ailleurs. On en parle souvent avec Samuel Séné, que tu connais certainement, de The Crypt, je ne sais pas si tu connais. Ouais, tu vois, il vient dans l'émission très régulièrement, c'est un très bon copain et il m'aide aussi à m'ouvrir un peu à des acceptions que je maîtrise pas forcément. Je suis pas un fan d'art, tu vois, mais pour autant, j'aime bien quand elle est bien racontée, en fait, quand il est bien raconté, je trouve que l'art peut être vraiment passionnant. Donc c'est vraiment cool. Et d'ailleurs, notre échange en est une belle chose. Alors, pour terminer ensemble, si tu veux bien, Benoît, et merci encore hein, d'avoir pris le temps, c'était vraiment très intéressant. On a parlé pas mal de NFT ensemble. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'intéressent aujourd'hui dans la crypto, dans le Web3, dans la blockchain aujourd'hui, dans les nouvelles narratives ou dans les anciennes, que ce soit la finance décentralisée, le restaking dont tout le monde parle, et ça va nous faire
une transition vers notre invité qui devrait arriver tout à l'heure sur voilà ce qui s'est fait, la dépine, les RWA, voilà. Qu'est-ce qui, parmi toutes ces choses-là, peut-être attire le plus ton attention et peut potentiellement représenter, je ne parle pas d'opportunité financière, mais en tout cas une opportunité peut-être d'usage dans les mois et dans les années à venir? Ah, je saurais pas trop répondre à cette question, mais moi, ce qui me passionne, je trouve passionnant, c'est d'observer la rencontre entre cette technologie et le monde réel, quoi. C'est-à-dire et dans la finance, on l'a vu, et dans l'art, on le voit, et on le verra dans tous les domaines, et je pense que ça va se décliner dans tous les domaines. Et on voit comment les systèmes réagissent par rapport à quelque chose d'externe qui vient et qui les challenge. Et je trouve ça passionnant. Moi, je travaille en ce moment avec le ministère de la Culture je suis dans un groupe de travail depuis plusieurs semaines où on réfléchit au statut juridique des NFT. Et donc, je suis confronté à des professeurs de droit, à des institutionnels qui essayent de faire rentrer cette chose-là dans leurs règles, mais ça marche pas. Ça marche pas. Donc, il faut inventer quelque chose de nouveau. Et ça, je trouve que c'est passionnant à observer parce que voilà, on voit les caractères des gens. Il y a des gens qui sont plus ouverts que d'autres, il y a des gens qui sont plus stricts que d'autres. Donc, pour moi, c'est quelque chose de passionnant. Voilà. Ok, ben, je suis assez d'accord avec toi et c'est vrai qu'on essaye ici d'appréhender un petit peu toutes ces usages et les dérives aussi parfois hein, de l'opportunité que représente la blockchain aujourd'hui. Et donc, ouais, je suis assez d'accord avec toi. C'est intéressant de voir des trucs qui pop comme ça de partout et c'est intéressant que toutes les industries finalement envisagent en tout cas de s'approprier cette technologie. Alors parfois de la bonne façon, parfois de la mauvaise des façons, mais au moins c'est quelque chose qui devient normal dans toutes les réunions, quoi. Tu vois, c'est Ouais. ça, en fait, moi, je trouve qui est intéressant. C'est que dans toutes les réunions, au sein de toutes les entreprises, à un moment donné, que ce soit au service compta, au service recrutement, au service innovation, au service marketing, à un moment donné, le mot NFT, crypto, blockchain, bah, il est ne serait-ce qu'énoncé. Et c'est ça, finalement, je crois, la Ouais. démocratisation. Moi, ce qui me fait un peu peur avec je vais finir là-dessus, ce qui me fait un peu peur avec la Ouais. démocratisation, mass adoption, c'est qu'on dilue trop les valeurs core, les core values, si tu veux, de crypto, c'est-à-dire ce qui est notamment la self-custody. C'est-à-dire que sans self-custody, la crypto n'a aucun sens. Et le problème, c'est que les acteurs puissants aujourd'hui vont chercher à nous enlever la self-custody. Et en nous disant, on va vous vendre du Web3, mais vous inquiétez pas, on s'occupe de tout, pas la peine d'avoir de wallet. Et donc là, je pense que malheureusement, cette voie-là, elle est nocive parce elle va quelque part éteindre finalement le Web3, la crypto n'a plus aucun intérêt s'il n'y a plus de self-custody. Donc, moi, c'est ça, mon souci permanent, c'est sur chaque nouveau projet que je vois, je me dis, est-ce que ce projet porte les valeurs de la crypto ou est en train de les minimiser, de les éteindre, de les cacher. Voilà. Donc moi, c'est un peu ma boussole. Ouais. Ouais, mais tu vois, pour le coup, si t'as 1 ou 2 minutes supplémentaires, c'est un sujet qui est intéressant parce que, en vrai, est-ce que on doit absolument être des puristes? Est-ce que justement le côté puriste, fondamentaux, self-custody, est-ce que ça, si on s'attache trop à ça, alors je vais faire peut-être bondir certains, mais je pose la question, tu vois, est-ce que si on s'accroche à ça de façon exclusive, est-ce que justement on n'arrive pas à un niveau où en fait bah, on va rester entre bitcoiners? Parce que finalement les puristes, bah, ils ne voient que par Bitcoin et tout ce qui n'est pas Bitcoin n'est pas les fondamentaux de Satoshi Nakamoto, etc. Et en fait, quand on s'ouvre à Ethereum, eh bien, on commence déjà un petit peu à écorcher en fait les fondamentaux de départ. Quand on va sur Solana, on les écorche encore un tout petit peu plus. Et quand on part sur de la custody qui n'est pas forcément self à 100%, bah et en fait, est-ce que avec le temps, finalement, on ne tend pas nécessairement, est-ce que c'est pas un mal nécessaire, vers bah ouais, s'éloigner un peu des fondamentaux, de ce qui nous a été, disons, promu par les cypherpunks, les différentes itérations de blockchain, de Bitcoin et ensuite de Satoshi, etc. C'est un grand débat, mais pour moi, si on abandonne ces idéaux, on se tire une balle dans le pied puisqu'on supprime finalement l'avantage, on supprime l'intérêt, la proposition de valeur du Web 3, des cryptos, on la supprime. Et donc, du coup, ça n'a plus de valeur. Et du coup, ça va disparaître.
Donc, si on veut continuer à ce que les cryptos soient pertinentes, il faut qu'on se batte sur la self-custody. Je pense que pour moi, je te parle pas des protocoles. Les protocoles, il peut y avoir plusieurs protocoles. Tu parlais de Solana, Ethereum, etc. On peut être en self-custody sur Solana. Voilà. En fait, le plus important pour toi, c'est, la détention, c'est Ouais, ça. Et d'ailleurs, pour le coup, en soi, c'est vrai quand on dit Web3, c'est ça, à l'inverse des autres Web 1, Web 2, c'est le fait de pouvoir détenir effectivement exactement. ces Exactement. données, donc c'est ça pour toi la pierre angulaire. Après tout le reste, on peut comprendre que, Ouais, ouais. mais la détention se doit d'être en self. Effectivement, tu as raison que certaines industries, bah, s'absolvent, je sais pas si ça se Bah dit ça ouais. du coup? Bon, Ça franchisse, ça franchisse. L'affranchi, c'est très bien, de cet, impératif, que tu énonces. OK, je suis d'accord avec toi. Je Voilà. te rejoins sur ce point. Donc voilà, c'est pour moi c'est ça l'enjeu et c'est ça qui moi encore une fois quand je vois des projets, je réfléchis self custody, est-ce que ce projet fait la promotion de self custody ou au contraire est en train de dire vous inquiétez pas, on va ouvrir un wallet pour vous entre guillemets. Ouais, je vois. Merci beaucoup Benoît Merci à d'être venu toi. dans l'émission ce matin. C'était vraiment très intéressant. Je vais te, libérer, te souhaiter Yes. plein de belles choses pour la suite. On se voit bientôt à l'occasion de NFT Paris, Tout, je me trompe tout à pas cette fait. fois-ci, et puis, à bientôt dans l'émission, avec un grand plaisir et puis bonne année à toi. On ne s'est pas souhaité les Merci. vœux, Bonne année. mais, sincèrement tout le meilleur pour toi pour 2025. Bonne année à tout le monde. Salut Benoît, à Bye. bientôt. Salut.